Alors c'est parti, je vais effacer ça et puis on va commencer tout de suite. Donc l'objectif c'est de faire ce qu'on appelle un solver gravitationnel. Alors gravitationnel, donc bon ça j'imagine que vous savez tout ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va résoudre la gravitation entre des objets, et un solver c'est le nom qu'on donne à un programme qui en fait résout les équations associées à la gravitation, enfin à la gravitation, l'hydrodynamique, n'importe quelle équation mathématique en fait. Un programme qui résout une équation, on appelle ça un solver. Donc dans un premier temps, ce qu'on va essayer de faire, c'est déjà d'écrire un petit peu les équations qui sont associées à ce problème. Et donc, pour placer le problème, on va essayer de résoudre la gravitation qui s'exerce entre la Terre et le Soleil. Alors, la Terre et le Soleil, donc on a le Soleil, c'est une particule qui est comme ça. Et puis, on a la Terre, c'est une autre petite particule qui est comme ça. Donc ça, c'est le Soleil. Et ça, c'est la Terre. Voilà. Donc, ces deux particules-là, elles sont positionnées à des endroits dans l'espace. Alors, on va prendre une autre couleur. Tac. Positionnés dans des endroits dans l'espace. Donc le Soleil il est positionné à une position, alors là on va commencer en 2D mais on fera en 3D après, donc c'est XS, YS, voilà, ça c'est la position du Soleil, c'est dans un repère cartésien bête, X et Y. Et puis la Terre elle est positionnée à XE, YE. Donc on a deux objets qui sont symbolisés par des points. Pour l'instant, étant donné que la Terre est très très loin du Soleil, on n'a pas trop besoin de s'inquiéter des diamètres respectifs des objets. On les considère comme juste deux points qui se promènent dans l'espace. Et puis, et donc ces points, on leur associe une position, donc XS, YS. Alors pour simplifier, au début, ce qu'on va dire, c'est que XS et YS, c'est égal à 0. Donc en gros qu'on place l'origine de notre repère sur le Soleil. Hop, comme ça. Comme ça, on est tranquille. On sait que le Soleil, à l'origine, il est positionné à 0. Alors il va peut-être bouger un petit peu. Mais dans un premier temps, il est positionné à 0. Ok. Ces particules, donc le Soleil et la Terre, on appelle ça des particules parce que c'est des points qui se promènent dans notre espace. Donc ces particules, elles ont une position, là ce qu'on voit là. Alors la position, on va l'appeler R, parce que voilà, donc c'est un vecteur. Et donc R c'est égal à XS, YS. Voilà. Ça c'est RS, c'est le R du Soleil, et puis le R de la Terre, donc ça je vais l'effacer. Et puis le R de la Terre, c'est la même chose, donc c'est RE. C'est un vecteur, et c'est égal à XE, YE. Cool. Bon, maintenant on va faire de la mécanique, donc c'est-à-dire qu'on va étudier le mouvement de ces objets. Donc ces points, ils ont une position, mais ils ont aussi une vitesse qu'on va appeler VS et VE. Alors ça je vais le dégager, hop, et VE. Alors voilà, donc ça c'est VXE et VYE. La vitesse horizontale et la vitesse verticale, enfin dans notre plan en 2D, et ben pareil, VXS et VYS. Donc ça c'est voilà, la vitesse du Soleil. Et puis elles ont aussi une accélération. Alors l'accélération, on verra tout à l'heure, on va pas l'écrire comme ça parce que c'est pas très intéressant pour l'instant. En revanche, ce qu'elles ont en plus, pour qu'on puisse résoudre le problème de la gravitation, il faut qu'on leur associe une masse. Voilà, donc ça c'est ME et ça c'est MS. Donc là on a tout ce qu'il nous faut a priori pour résoudre le problème de la gravitation. On a des positions, des vélocités et des masses. Ces trois éléments-là, on va les programmer de manière à ce qu'ils interagissent et de manière à ce que le système évolue dans le temps de manière à pouvoir représenter la rotation de la Terre autour du Soleil.
Très bien. Alors pour ça, on va se servir de deux équations qui sont assez fondamentales dans le domaine. La première, c'est l'équation de la gravitation newtonienne, pardon. Donc ça, c'est gravitation. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous avez des questions. J'essaierai d'y répondre. Donc la gravitation newtonienne, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que les corps s'attirent entre eux et que l'intensité de cette attraction, c'est grand F égale G. Donc la force d'attraction entre deux objets qu'on va appeler 1 et 2, c'est G de M1, M2 sur R1, 2 au carré. Alors qu'est-ce que ça veut dire? G, c'est une constante, c'est la constante de gravitation, la constante universelle de gravitation. M1, c'est la masse du premier objet, M2, c'est la masse du deuxième objet, et R12, c'est la distance qui sépare les deux objets au carré. R12 au carré. Ok, donc là-dedans, qu'est-ce que je sais? Eh ben, je sais que, alors je vais prendre du vert, donc si par exemple je cherche à calculer la force d'attraction entre la Terre et le Soleil, c'est E, pardon, j'ai mis E parce que je travaille un peu trop en anglais et j'ai un peu trop l'habitude de... Voilà. Donc FES, ça va être égal à la constante universelle d'attraction, de gravitation. M1, ça va être ME. M2, ça va être MS. Donc ça, on l'a. ME, MS sur la distance entre les deux. Alors, la distance entre les deux, c'est ça. Donc ça, c'est un vecteur qu'on va appeler en fait... Alors, je vais le représenter sous forme de vecteur. Tac. Ça, c'est R. Alors, c'est R SE pour le coup. Mais la norme de ce vecteur-là, c'est la même que ce soit dans un sens, donc du Soleil vers la Terre ou de la Terre vers le Soleil. Donc c'est la norme de RSE au carré. Ok. Donc là, on a l'intensité de cette force. Et maintenant, si on veut calculer la force qui s'applique sur le Soleil par la Terre, donc ça c'est FSE. Alors là, vous voyez que j'ai pas mis de petite flèche parce que c'est pas une force. Hein. Ça c'est juste l'intensité de la force. Et si maintenant je veux calculer la force, alors je vais commencer par celle du Soleil sur la Terre. Donc du Soleil sur la Terre, ça donne quoi? Ça donne cette force-là, MEMS sur RSE au carré. Et maintenant, le Soleil va attirer la Terre vers lui. Donc là, on a, alors je vais le redessiner ici, histoire que ce soit séparé. Donc on a le Soleil, on a la Terre. Et donc FSE, c'est la force. FES, c'est la force qui est comme ça. Donc c'est la force que le Soleil produit sur la Terre de manière à l'attirer vers lui. Et cette force-là, en fait, vous voyez que donc elle part de la Terre et qu'elle est dirigée vers le Soleil. Donc ça, c'est en fait RS moins RE. Et puis si on fait ça, en fait, c'est pas ça a une grandeur et on veut pas, on veut juste la direction. Donc on va le diviser par la norme de RS moins RE. Alors, il se trouve qu'on a beaucoup de chance parce que RS moins RE, c'est la même chose que RSE. Donc ça, en fait, ça s'écrit GME MS sur RSE. Alors là, là j'avais oublié le petit vecteur. Bon, j'enlève les barres. Hein, vous comprenez que c'est la longueur de ce vecteur-là au cube. RS moins RE. Ok. Donc ça, c'est la force que la Terre reçoit du Soleil. Et dans l'autre sens, vous voyez que la formule s'applique exactement de la même manière dans l'autre sens. Donc la force que le Soleil reçoit de la Terre, c'est GME MS sur RSE au cube. Et là, ça va être RE moins RS. Donc
va en direction de la Terre. Donc le Soleil est attiré par la Terre avec la même force, mais comme on va le voir dans un instant, en fait, c'est pas du tout la même accélération qui suit parce que la Terre est beaucoup moins massive. Donc ce qui va se passer, c'est que nous, on attire le Soleil nous attire, mais il se trouve que le Soleil étant beaucoup plus massif, il nous attire plus fort, plus vite que nous, on l'attire. Ok, donc là, on a une première équation qui nous donne l'intensité de cette force. Il se trouve que, hop, j'ajoute une petite page, alors je remarque la première formule, hein. FSE est égal à, alors, G MEMS sur RES au cube fois, alors, RE moins RS. Alors je ne sais plus dans quel sens je l'avais dit, mais bon, on s'arrangera après dans le code pour mettre ça au point. Donc là, on a la force. Alors pourquoi c'est RS moins RE? Alors c'est simple, c'est simple. La logique, c'est que tu as ton Soleil qui est positionné quelque part dans l'espace. Donc t'imagines que ton repère, il est n'importe où là dans ton espace. Ça c'est ton 0. Okay. Ton Soleil, il est positionné à RS et ta Terre, elle est positionnée à RE. Donc ce que tu veux, c'est en fait le vecteur, je vais le mettre en rouge, le vecteur qui va de RS à RE, ou de RE à RS. Mais c'est le même vecteur, mais tu inverses les signes. D'accord? Et donc pour faire ça, qu'est-ce que tu fais? Tu fais RE, donc c'est ce vecteur-là, RE, hein, c'est la position de la Terre par rapport au 0, moins RS. Et ça, c'est la loi de Schall, en fait, ça te dit que RE moins RS, ça va te donner cette différence que tu as là entre les deux. Donc ça te donne le vecteur qui est bien orienté, quoi. Alors oui, effectivement, c'est une valeur en 3D. Pour l'instant, je le décris en 2D parce que c'est plus simple, parce que là, on est sur un plan sur la feuille. Mais évidemment, ça se passe en 3D. Alors il se trouve qu'on a énormément de chance. Le système solaire est relativement simple, et notamment le système Terre-Soleil. En fait, on orbite toujours sur le même plan. Donc, on peut s'arranger, on va dire, dans nos calculs de manière à ce que en fait, le plan de la feuille, ce soit le plan d'orbite. Et comme ça, on n'a pas de problème de troisième dimension. Évidemment, quand on commence à rajouter plus de points, plus de particules, etc., plus de choses, là ça devient beaucoup plus complexe, et du coup on ne peut plus juste réfléchir en 2D. Et aussi il y a une autre chose qu'il faut que je dise, c'est que la gravitation en 2D, en vrai, ça ne marche pas. Enfin, si on devait considérer une gravitation dans un espace en 2D, la formule ne serait pas exactement celle-là. Mais bon, je vais pas élaborer là-dessus. Là, c'est juste pour l'instant. On va juste, dans le code, on va rajouter une troisième dimension, mais qui sera mise à 0 pour tout et qui, normalement, ne devrait pas dévier de ça. Ok, donc on a la force qui s'applique entre RS et RE. Mais ça ne nous dit pas... excusez-moi. Ça existe des systèmes à deux corps qui n'orbitent pas sur un seul plan. Non, c'est... Alors... Ça dépend de ce qu'on entend par deux corps. Si tu restes sur des masses ponctuelles, donc c'est ce qu'on fait, on considère qu'on a juste des points, alors ouais, tu es sûr et certain que tu seras toujours dans un plan. À partir du moment où tu vas avoir, par exemple, des corps qui ont on va dire, si tu as des corps qui ont une distribution de masse qui n'est pas juste ponctuelle, mais qui est plus complexe, là, par contre, tu peux avoir des effets 3D qui se mettent en place. Par contre, si RE est Pluton, alors on est obligé de faire en 3D. Ouais, alors c'est... Oui et non. Si tu considères que le Soleil est Pluton, alors ton système, il est toujours en 2D. Tu vois. Si tu considères le Soleil, la Terre et Pluton, alors là, tu es en 3D par contre. Parce que, effectivement, la Terre et le Soleil orbitent sur un plan, et Pluton orbite sur un autre plan qui est différent. Donc là, tu es obligé. Bon. Mais pour l'instant, là, en fait, on a établi... juste les équations, mais en fait ces équations je les ai décrites avec des vecteurs, donc se dire que ça peut être des vecteurs en 2D ou en 3D, ça change pas grand chose, et c'est ce qu'on va voir dans le code juste après. Donc voilà, donc je reviens sur l'essentiel, donc c'est que là on a une force qui nous donne l'attraction entre les deux corps. Très bien. Maintenant, comment ça nous décrit pas comment le système il va bouger.
Et pour ça, on va utiliser une deuxième équation qui est la deuxième loi de Newton. Alors, la deuxième loi de Newton, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que si vous considérez un système avec des points, alors dans un référentiel, vous connaissez, enfin vous connaissez peut-être pas, mais bref, on va passer toutes les hypothèses, et juste ce qu'on dit, c'est que la somme des forces qui s'appliquent sur un système, oups, je vais repasser en vert, alors, la somme des forces qui s'applique sur un système, donc ça c'est le sigma f, pardon, ça c'est un vecteur d'ailleurs, voilà. Donc sigma f, la somme de toutes les forces, donc vous avez plein de forces qui s'appliquent sur un système, la somme de toutes ces forces, c'est égal à la masse fois l'accélération de ce système. C'est la deuxième loi de Newton, c'est ce qu'on appelle le principe fondamental de la dynamique, et ça c'est l'équation qui va nous permettre de dire comment les choses vont bouger. Alors, comment les choses vont bouger? Donc, on va réorganiser un tout petit peu ça. Vous voyez que là, l'accélération, je peux la réécrire comme, en fait, la somme des forces qui s'appliquent sur le système divisée par la masse du système. Ok, très bien. Et maintenant, ce que je vais dire, c'est que j'ai deux systèmes, j'ai la Terre et j'ai le Soleil. Alors, la Terre, donc je l'écris, AE, l'accélération de la Terre, c'est la somme des forces qui s'appliquent sur la Terre, FE, divisé par la masse de la Terre. Ok, il se trouve qu'on est dans un système avec seulement deux objets, la Terre et le Soleil. Donc en fait, la somme des forces, ça va juste être ce FSE qu'on a vu là. D'accord? Enfin, c'est l'inverse, c'est FES. Donc c'est la même force, mais appliquée dans l'autre sens. C'est-à-dire c'est la force qui va tirer la Terre vers le Soleil. Okay. Donc ça, on peut l'écrire. Il n'y en a qu'une, donc on vire le sigma. C'est égal à donc ce FES. Alors attends, RE moins RS. Ouais, donc là, ce qu'on veut, c'est RS moins RE. Donc c'est FES divisé par ME. Et alors ça, comment ça s'écrit? Ça s'écrit GME MS divisé par RES au cube fois RS moins RE. Donc la force qui tire depuis le Soleil vers qui tire la Terre vers le Soleil, et on va diviser par ce ME qui est là. Et donc vous voyez que tac et tac, ces deux ME ils s'annulent. Et donc qu'est-ce qu'on a? On a AE qui est égal à GMS sur RES au cube fois RS moins RE. Ok. Si j'écris la force qui s'applique sur le Soleil, vous allez voir que c'est exactement la même formule qui s'applique. C'est la même formule qui s'applique, mais à part qu'on va diviser par un MS. Donc ici, au lieu que ce soit le ME qui soit barré, ce sera le MS, et donc on va avoir AS, c'est égal à GME sur RES au cube fois RE moins RS. Et là, vous commencez à comprendre pourquoi le Soleil nous attire beaucoup plus que la Terre. C'est que même si la force qui s'applique sur les deux corps c'est la même, eh ben, l'accélération qu'on va subir, en fait, elle n'est pas du tout pareille. Parce que là, vous avez la masse du Soleil, alors que là, vous avez la masse de la Terre. C'est pas exactement les mêmes valeurs. Ok, donc, maintenant, on a des accélérations. Comment est-ce qu'on traduit ça en mouvement? Alors, j'ai des accélérations. Hop, je fais une nouvelle page. Si. Ouais, c'est bon. Alors, comment on traduit ça en mouvement? Eh bien, il se trouve que donc, le Soleil, je vous ai dit, le Soleil, il est décrit par trois paramètres. On le décrit par trois paramètres qui sont du coup la position du Soleil, la vitesse du Soleil et sa masse. Et le but du jeu, ça va être de trouver comment faire bouger RS et VS de manière à retranscrire l'effet des forces gravitationnelles dessus. Alors pareil pour la Terre. La Terre, donc on va avoir RE, VE et ME. Alors il se trouve que, vous l'avez peut-être vu en cours de physique, mais que en fait la vitesse V, c'est la variation de la position par rapport au temps. C'est-à-dire que quand je vais à 10 km/h, ça veut dire que si je garde cette vitesse-là pendant 1 heure, eh ben, j'ai fait 10 km. D'accord? Donc c'est la variation de ma position, 10 km, par rapport au temps en 1 heure. Donc que VS, c'est égal à DRS
sur dt. Et de la même manière, la vitesse, c'est, l'accélération, c'est la variation de la vitesse au fil du temps. Donc AS, c'est égal à dvs sur dt. Alors le symbole d sur dt, si vous n'avez jamais vu, c'est la dérivée par rapport à la variable temps. Donc voilà, c'est de combien on bouge cette quantité par rapport à un temps. Même chose pour E, donc pour la Terre, VE c'est DRE sur dt, et AE c'est DVE sur dt. Ok, super, on y est presque. On a vu à la page précédente ce que ça valait en fait. Hein. AS et AE, c'est, je vous rappelle, hop, si je reviens à la page précédente, c'est ça, hein, c'est AS et AE. Donc là, si j'ai GME sur RS cube, RE moins RS, ok, donc là je vais avoir ça, GME sur RES cube, RS moins RE. Okay. Donc l'accélération du Soleil, c'est RS moins RE, non c'est RE moins RS, raté, comme d'hab, RE moins RS. Et l'accélération de la Terre, c'est ms sur RES cube, RS moins RE. Cool. Donc là, on voit qu'on a un lien entre la variation de la vitesse dans le temps et une formule qui nous est donnée. Cool. Très bien. Alors maintenant, il nous reste un tout petit problème de rien du tout à résoudre. C'est comment on transforme ce truc-là en un truc qui est compréhensible par un ordinateur. Alors, la question, elle peut sembler anodine, elle est très 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 compliquée. C'est ce qu'on appelle un problème de discrétisation. Il faut savoir qu'une dérivée, c'est un truc qui est infinitésimal. C'est-à-dire qu'on regarde la variation instantanée dans le temps. Et donc ça veut dire un instant infinitésimal. Et ça, l'infinitésimal, les ordinateurs, ils n'aiment pas trop. Parce qu'on a une quantité finie de mémoire, on a une quantité finie d'octets en réserve, et donc on ne peut pas faire des trucs qui sont infinis. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on discrétise. C'est-à-dire qu'on va trouver une formule qui va nous permettre d'approcher cette formule-là sur un ordinateur. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va transformer le continu en discret. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'on peut décrire le mouvement en prenant en inspectant la vitesse et la position à des temps qui sont infinitésimaux, c'est-à-dire très 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 proches les uns des autres. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, nous, qu'on va évaluer la position, la vitesse et l'accélération à des pas de temps. Donc au premier pas de temps, au deuxième pas de temps, au troisième pas de temps, etc. On va voir un peu plus tard ce que ça veut dire. Mais donc pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que dans notre ordinateur, ce qu'on va regarder, c'est en fait des couples de valeurs où tu vas avoir RE à l'instant I, VE à l'instant I et AE à l'instant I. La masse, elle ne change pas. Hein. Enfin, on est dans un système simplifié où effectivement la masse de la Terre et la masse du Soleil, elle ne bouge pas. Donc voilà. Donc là, on regarde l'évolution de ces quantités-là à l'instant I, et ce qu'on veut, la discrétisation, c'est l'espèce de la flèche là qui va nous permettre de passer à l'instant I plus 1. Voilà. Hop. Alors, il y a plein de façons de le faire. Il y a plein de façons de le faire qui sont plus ou moins compliquées. Donc, comment passer à l'instant suivant, on va dire, dans les calculs, et selon la manière qu'on va avoir de le faire, ça va introduire des erreurs. Alors je vais vous donner la formule la plus simple, celle qu'on utilise toujours pour commencer, qui est la formule qu'on appelle la formule d'Euler. Alors si vous vous rappelez vos cours du collège ou du lycée, dépendant de quel âge vous avez, vous avez vu potentiellement qu'une dérivée, c'est en fait, donc si par exemple je dis d de r, alors là je prends, je vais appeler ça d de x, ce sera plus simple, dx sur dt,
eh ben, c'est égal à la limite lorsque delta t tend vers 0 de x à l'instant t plus delta t moins x à l'instant t divisé par delta t. Donc ça c'est comme ça qu'on définit la dérivation quand on l'apprend au collège ou au lycée, etc. C'est la première façon, c'est la formule d'Euler. Donc en fait, ce que vous voulez, c'est la variation sur un temps infinitésimalement petit. Donc c'est ça, c'est ce dt qui tend vers 0. Et ce que vous voulez, c'est la variation, donc c'est l'écart entre les deux valeurs divisé par le temps que vous avez passé entre les deux. Très bien. Eh ben, on peut reprendre cette formule en fait. Et alors il y a un moyen de la dériver. Je ne vais pas vous expliquer comment parce que c'est pas le but du stream, hein, parce que là on est déjà à 30 bonnes minutes on va dire, de pas de code. Donc voilà, donc on va essayer de passer rapidement au code. Mais donc il y a une façon de dériver cette formule. Et en fait, ce que nous on va faire, c'est qu'on ne va pas utiliser la limite, on va juste dire qu'il y a un delta t. D'accord? Donc en fait, on va juste dire que dx sur dt, c'est égal à x de t plus delta t moins x de t divisé par delta t. Et delta t, c'est pas 0. Delta t, il tend pas vers 0, mais delta t, on le prend petit. Alors petit, ça veut dire quoi? Bon, ben on va voir. Mais on lui fixe une valeur qu'on estime être petite. Et en fait, ce qu'on veut s'assurer, c'est que quand on tend vers 0, bah, on retombe bien sur la bonne formule. Alors ça, on va voir. On va le faire un peu expérimentalement. Mais voilà. Et en fait, cette formule-là, elle n'est pas tout à fait complète. Il faut rajouter une erreur. Mais cette erreur, on va décider qu'on l'ignore. Pour l'instant. Il faut qu'on garde ça en tête. Hein. C'est quelque chose qui est présent dans les équations quand on résout le système. Quand on résout un système et qu'on discrétise une équation qui est continue, on va toujours impliquer une erreur, rajouter une erreur. Alors cette erreur-là, on l'appelle l'erreur de troncature, parce que ça vient de la façon dont c'est dérivé. Mais l'idée, c'est juste, on prend on prend la formule de l'air, on dégage la limite, on dit juste dt il est suffisamment petit pour que ça se soit valide, et puis voilà, et on sait qu'on a une erreur, et on va essayer de la quantifier un petit peu plus tard. Ok. Donc, alors c'est peut-être un petit peu confusant pour l'instant, mais vous allez voir qu'avec les équations, ce sera un petit peu plus clair en fait. Parce que là, je vais prendre cette formule et je vais la mettre dans mes équations. Donc, on a une définition de AE. Alors, AE, je vous rappelle, hein, c'est GMS sur RES au cube fois RS moins RE moins RS moins RE. RS moins RE. Okay, donc c'est la force d'attraction du Soleil sur la Terre. D'accord? Donc cette accélération, pardon, c'est l'accélération, pas la force. Hein. L'accélération, elle est dirigée vers le Soleil. Et on a dit aussi que VE, c'est... que AE, c'est égal à dVE sur dt. Ok? On a introduit la formule de l'air, et la formule de l'air, elle dit quoi? Elle dit que, donc là je reprends ce que j'ai écrit pour la formule de l'air, mais avec VE. Okay, donc ce qu'elle dit, c'est que dVE sur dt, eh ben, c'est égal à VE pris à l'instant t plus delta t, moins VE pris à l'instant t, divisé par delta t. Okay. Le delta t, on va le fixer, on va le choisir. On va lui donner une valeur que nous, on choisira dans le code. Alors, on verra, après, je parlerai peut-être un peu de ça, qu'il y a des façons de choisir ce delta t qui ne sont pas anodines. Mais bon, pour l'instant, on prend juste un delta t qu'on va prendre fixe. Et donc, si on réécrit ça c'est AE. Hein, on l'a vu, vous voyez, c'est la même équation là, entre les deux. Et puis ça nous dit que ça, c'est notre VE à l'instant n. Je l'appelle n, c'est une tradition. Donc là, on ne va plus regarder des temps continus, on va juste regarder VE à l'itération numéro n, donc au calcul que je fais. Et ça, c'est au calcul n plus 1. Ok. Donc ce que je voulais, c'était passer de RE, VE, et puis AE à l'instant n,
à l'instant n plus 1. Okay. Donc là, on a trouvé une façon de le faire. Donc si je réorganise ça, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire du coup que ça, c'est VE n plus 1. VE à l'instant n plus 1, c'est égal à quoi? Le delta t, je le passe de l'autre côté. Et puis ce VE, je le passe de l'autre côté. Et qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne VE à l'instant n plus delta t fois AE à l'instant n, hein, parce que c'est au moment où on calcule. Et voilà. Et là, vous voyez qu'on a une formule qui nous donne la vitesse à l'instant n plus 1. Donc, c'est... alors là, ça va être à l'instant, en fait, n plus 1 fois delta t, parce qu'on ne va jamais changer notre delta t. C'est égal à la vitesse à l'instant précédent, plus delta t. Donc, l'espace entre les différentes évaluations, on va regarder où est la Terre et où est le Soleil, fois l'accélération calculée à ce moment-là. Et si on fait la même chose avec la position, il se trouve que on a dit que dRe sur dt, c'était égal à VE. Donc si je regarde à l'instant n, ça me donne ça. Et donc, je peux dire exactement la même chose qu'ici. RE n plus 1, c'est égal à RE à l'instant n plus delta t fois VE à l'instant n. Et voilà. Et avec ça, j'ai toutes mes équations, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est-à-dire que là, j'ai décrit AE qui me permet de calculer l'attraction qu'il y a entre les deux corps, VE à quelle vitesse le système se déplace pour la Terre, je peux refaire exactement la même équation pour le Soleil, RE, la position évolue dans le temps. Ces deux formules-là, c'est un choix de discrétisation. Ça, c'est un choix de discrétisation, ce qu'on a fait là. C'est-à-dire que on pourrait l'écrire autrement et ce serait potentiellement plus juste parce que je vous ai dit qu'on introduit une erreur. Donc ça va être le but de, on va dire, peut-être la deuxième partie de la soirée si j'arrive jusque-là à ce moment-là. Mais donc pour l'instant, on va partir sur la formule de l'air. Il se trouve que la formule de l'air pour la gravitation, elle n'est pas bonne du tout, mais vraiment pas du tout. Elle est bonne pour quasiment rien du tout, la formule de l'air, parce qu'en fait, les erreurs qui sont introduites, elles sont généralement trop grandes et elles se cumulent. Et donc en général, ça donne des choses qui ne sont pas terribles. On va voir ça normalement dans le code un tout petit peu plus tard. Alors, j'ai juste regardé les questions. L'erreur sert à éviter un calcul d'une valeur infinie. Non, en fait, c'est que t'as pas de manière de faire un calcul infinitésimal sur ton ordinateur. C'est-à-dire que, en fait, le seul moyen de vraiment décrire la trajectoire, ce serait en fait d'inverser ces équations-là. Donc, ce serait d'intégrer le truc pour avoir la trajectoire précise, c'est-à-dire la position de la Terre à chaque instant donné. Alors ça, sur un système à deux corps, on peut le faire. C'est-à-dire que le Terre-Soleil, on peut le calculer. C'est un peu pénible, mais ça se fait. À partir du moment où on a trois corps, ça devient beaucoup plus compliqué. En fait, il y a une solution qui est très 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 complexe et qui demande d'additionner un nombre infini de termes pour arriver à converger vers la bonne solution. Ce qui est un petit peu... voilà, c'est pas terrible. Donc l'idée, c'est plutôt que de résoudre le problème de manière analytique, c'est-à-dire de connaître précisément à n'importe quel instant la position de la Terre, tu le fais de manière numérique. Et donc numérique, ça veut dire qu'on va procéder par petits pas de temps et on va avancer. Donc je regarde mon système à l'instant donné, dans quelle direction ça bouge, ok, je sais dans quelle direction ça bouge, j'avance un tout petit peu mon timer et je recommence. Je calcule dans quelle direction ça bouge, j'avance un tout petit peu mon timer. Et en faisant ça, tu fais des petits sauts dans le temps. Et ces petits sauts dans le temps, il se trouve que c'est pas exactement comme ça que ça devrait avancer. Alors je te donne un exemple. Imagine que on a notre Soleil, on a notre Terre, et puis elle orbite autour du Soleil. Donc évidemment, dans un monde idéal, où, alors là je la représente de manière à peu près circulaire, hein, dans un monde idéal, ma Terre, elle reste toujours sur ce cercle. Okay. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'algorithme de l'air, qu'est-ce qu'il fait? Il fait qu'il va regarder la direction dans laquelle va la Terre. Alors là, c'est ça, il évalue sa vitesse. Donc sa vitesse, elle va par là. Et puis, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire, ok, ma position, c'est ma position actuelle. Je remarque ça, hein, RE de n plus 1,
c'est égal à RE à l'instant n plus delta t fois VE à l'instant n. Donc ça, c'est mon VE à l'instant n. Cette position-là, donc si le soleil est en 0, ça c'est RE à l'instant n. Et ce que tu veux, c'est trouver le RE à l'instant n plus 1. Alors il se trouve que à l'instant n plus 1, ton RE, il est là. Mais avec la méthode de Léa, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce vecteur VEN, là, qui est là, et puis on va le multiplier par un delta t. Donc tu vois que si ton delta t il est tout petit, tu vas avancer un tout petit peu, et si ton delta t est très grand, tu vas avancer de beaucoup. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que si ton delta t il est tout petit, bah, tu avances et puis tu restes à peu près là, et puis tu restes à peu près là, puis tu restes à peu près là, puis en fait, tu arrives à peu près à approximer tu vois, la trajectoire. Par contre, si je prends ma Terre qui est là, et que je refais le même calcul, hein, si je prends un delta t qui est très grand, eh ben, je tombe là. Et là, je suis plus sur le cercle. Et puis, vu que je suis plus loin, ben, l'attraction, elle est moins forte. Et donc, du coup, petit à petit, je me retrouve en fait à spiraler vers l'extérieur. D'accord ? Et en fait, ben, c'est ça. Le delta t, c'est un paramètre que nous, on introduit dans le calcul qui va nous permettre de régler la précision. Et il se trouve que, alors l'algorithme de Léa, il converge, mais il converge, c'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne des delta t tout petits pour que ça reste sur le cercle. Sinon, soit tu vas spiraler vers l'extérieur, soit tu vas spiraler vers l'intérieur, selon comment tu calcules. Donc ça, c'est pas bon. Nous, ce qu'on veut, c'est traduire la vraie trajectoire. Donc voilà, donc cette erreur-là, on peut la quantifier, donc c'est pour ça qu'on utilise ce delta t. Ok, donc on va passer au code, parce que voilà. Donc je vais switcher sur mon éditeur, et normalement je suis dessus. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Ok. Alors, l'accélération au temps n plus 1 se calcule en fonction des positions au temps n avec Newton. Oui. En fait, après, en fait, alors, oups, je vais revenir. Je reviens sur ma tablette. En fait, il y a plein de manières de calculer ça, ces discrétisations-là. Et notamment, donc là, si je reprends, parce que la formule qu'on a, c'est l'accélération. Ok, l'accélération de la Terre, par exemple. Donc, si je reprends la formule de la vitesse au temps n plus 1, c'est égal à la vitesse au temps n plus delta t fois l'accélération au temps n. Maintenant, qu'est-ce qui nous dit qu'on prend cette accélération-là? Peut-être qu'on pourrait prendre l'accélération au temps donc plus delta t et l'accélération au temps n plus 1. Okay. Et ça, c'est faisable. Ça, c'est faisable. Alors là, c'est ce qu'on appelle en fait un solver implicite, c'est-à-dire qu'on ne le connaît pas, ce truc-là. On ne le connaît pas, mais on peut le trouver. Et alors ça implique des méthodes de résolution qui sont beaucoup plus complexes, et c'est pour ça que je ne vais pas les aborder, parce que ça demande un peu d'algèbre linéaire, des choses comme ça. Mais c'est quelque chose qui est faisable. Et en fait, ce choix du moment auquel tu évalues, eh ben, ça influence énormément sur la qualité de la solution. Et notamment, alors peut-être que je ferai un jour un stream sur l'hydrodynamique. En hydrodynamique, l'implicite, c'est un truc qui est top, hein, parce que en fait, ça évite tout un tas de problèmes de stabilité. Le problème, c'est que c'est extrêmement difficile à calculer. Donc, c'est plus cher à calculer, mais ça évite plein de problèmes. Donc voilà, c'est toujours ce genre un peu de dualité avec laquelle on doit jongler quand on fait de la simulation numérique. C'est à quel point je suis précis versus à quel point c'est difficile et long à calculer. Parce que, évidemment, là, on fait des problèmes à deux corps, mais si on commence à parler de vraies simulations, hein, un amas globulaire, c'est 100 000 étoiles, jusqu'à 1 million d'étoiles, ou 10 millions d'étoiles. Voilà, Omega Centauri, c'est 10 millions d'étoiles. Bon, si on commence à calculer les forces entre chacun, ça fait beaucoup de calculs. Et ça, on va en parler aussi un petit peu après, parce que c'est un des gros problèmes du problème à n corps, c'est que dès qu'on monte les corps, le nombre de corps, eh ben, on va avoir plein de calculs à faire en plus. Voilà. Ramsès, entre autres, permet de faire ça, mais Ramsès, il fait ça d'une certaine manière qui ne permet pas, par exemple, de résoudre des amas globulaires. Donc pas des objets comme Omega Centauri, comme 47 Tuc, etc. Voilà. Bon, mais on en parlera un petit peu plus tard quand on reviendra à la vraie physique, on va dire. Petite question sur des systèmes à beaucoup de corps. On applique la même méthode où on fait des raccourcis via la physique statistique ou autre. Alors, je vais en parler un petit peu maintenant. Donc en fait,
quand on veut simuler des vrais systèmes astrophysiques, on se retrouve très vite avec un problème. Ce problème, c'est le nombre d'objets qu'on va simuler. Là, vous avez vu qu'on a deux corps, je vais le faire tout de suite, on a deux corps et on a deux accélérations à calculer, une par là et une par là, hein, l'effet du corps 1 sur le corps 2 et l'effet du corps 2 sur le corps 1. Si on a trois corps, il faut calculer toutes les paires de forces qui existent. D'accord ? Donc là, en fait, vous avez 3 fois 2. Donc là, vous avez 1, 2, 3. Vous avez 3 fois 2 forces à calculer. Ici, vous n'avez que 2 forces. Si vous avez 4 corps, histoire que vous voyez bien le principe, hein, vous avez 8 forces à calculer. Voilà, je me disais aussi, il en manquait. Il y a les forces croisées. Vous avez normalement 4 fois 3 forces, ça fait 12 forces. Donc vous voyez que en fait, votre croissance, elle va en fonction du nombre de corps. Ok. Donc si vous avez un amas globulaire, le nombre d'étoiles dedans, c'est à peu près 10 exposant 6. Donc vous voyez que là, vous avez 10 exposant 6 fois 10 exposant 6 moins 1. Force à calculer. Donc ça c'est, voilà, on va dire c'est 10 exposant 6 au carré, et donc ça c'est 10 exposant 12 force à calculer. C'est beaucoup. Ça c'est un amas globulaire, GC, Globular Cluster. Maintenant si je fais une galaxie c'est 100 milliards d'étoiles. 100 milliards d'étoiles c'est 10 exposant 11 particules. Donc là vous avez à peu près 10 exposant 22 forces à calculer. 10 exposant 22 forces, c'est pas faisable. Enfin, c'est compliqué, on va dire. C'est très 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 compliqué. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se trouve que dans le cas des galaxies, c'est pas très grave. Parce qu'on peut utiliser des approximations qui viennent de la physique statistique. Donc, notamment, on va résoudre des équations de densité. On va résoudre la gravitation d'une manière différente. Et ça, c'est un peu ce que j'aimerais bien faire si je fais un deuxième stream. C'est-à-dire parler un petit peu de comment on gère ces problèmes de beaucoup de choses à calculer. Donc voilà, dans le cas des galaxies, on a une façon de faire. Dans le cas des amas globulaires, on n'a pas de façon de faire. La différence entre les deux, c'est qu'en fait, il y en a un qui est appelé en régime collisionnel, et alors que donc les amas globulaires sont dans un régime collisionnel, alors que les galaxies sont dans un régime qu'on appelle collisionless. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans une galaxie, vous allez avoir une particule, donc une étoile, elle va se promener comme ça, voilà, elle se promène dans la galaxie, et il se trouve qu'en fait, toutes les autres particules, elles l'influencent plus ou moins de la même manière. Donc en fait, elle va se promener dans une espèce de champ d'attraction gravitationnelle qui est bien lisse. Elle se balade, etc., elle fait sa vie. Et voilà, et c'est tout en fait, elle se promène dans une espèce de mer qui la berce, etc. Et ça c'est le champ gravitationnel. Quand on est dans un amas globulaire, vous avez des étoiles qui vont passer très 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 proches les unes des autres. Et donc ce qui va se passer, c'est que quand vous avez deux étoiles qui passent proches l'une de l'autre, elles s'attirent l'une et l'autre, et elles changent complètement leur trajectoire. Et donc ça, en fait, malheureusement, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte si on veut résoudre la physique de ces objets. Et notamment, il se trouve que dans les amas globulaires, vous allez avoir trois étoiles des fois qui vont se rapprocher les unes des autres, et leur interaction, ça va former une binaire, c'est-à-dire deux étoiles qui orbitent l'une autour de l'autre et puis qui continuent à se promener dans le système comme ça. Et ça, malheureusement, dans les approximations qu'on utilise pour faire les galaxies, on peut pas le faire. Ça marche pas en fait, parce qu'on a besoin d'une résolution qui est très très faible. Voilà. Et donc c'est pour ça, c'est très 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 compliqué. Et malheureusement, c'est pour ça que les codes qui simulent des amas globulaires, c'est des codes qui sont ce qu'on appelle la sommation directe. Donc ils les font, c'est 10 exposant 12 calculs. Alors heureusement, maintenant on a des GPU qui nous permettent de faire ça, mais c'est quelque chose qui est extrêmement coûteux. C'est extrêmement coûteux, et en plus quand on forme des binaires, vous voyez que toujours sur le même argument de résoudre bien la trajectoire, vu que c'est des objets qui sont très petits par rapport à la taille du système, il va falloir avoir des pas de temps qui sont tout petits pour résoudre ces trucs-là. Donc c'est très compliqué, c'est extrêmement compliqué, et peut-être que j'en parlerai un peu plus, mais dans l'idée, voilà, c'est ce que Uris dit sur le chat. Dans l'idée, peut-être que d'ici une ou deux séances, je vous montrerai un des premiers algos qui a permis de résoudre les galaxies, qui est l'algo de Barnes and Hut, où en fait,
ces forces à interaction directe, là, donc voilà, les n au carré forces à calculer, on les fait que sur les étoiles qui sont très très proches, parce que c'est elles qui nous influencent le plus. Et puis au loin, on considère que c'est à peu près lisse. Et en fait, on va grouper les étoiles entre elles pour calculer des forces moyennées. Et ça, en fait, ça marche très bien. Et ça permet de simuler voilà, un tout petit exemples de cosmologie ou de trucs comme ça. Donc ça, on verra peut-être une prochaine fois. Voilà. Donc, je vous propose de passer au code parce que ça fait 1 heure que je parle de théorie. Ok, hop, on repasse au code. Alors, donc là, c'est un code que j'ai en C++. Alors, j'ai fait un petit projet qui est vide. Et j'ai fait un CMake de manière à avoir un truc qui compile pour pas vous imposer ça. Parce que c'est pas le gros du sujet. Voilà. Et puis j'ai préparé quelques petits datasets. Alors on verra plus tard si on a le temps, hein. Mais c'est en gros des petits systèmes qu'on simulera si on a le temps de le faire. Voilà. Voilà. Et puis les 2 autres dossiers, c'est des dossiers système. Ça, c'est les paramètres de mon projet dans le code, dans VS Code, et ça c'est juste là où vont être construits tout ça. En parallèle de ça, j'ai mon terminal, et dans mon terminal j'ai mon dossier, voilà, le projet s'appelle Gravity, hein, puis j'ai mon projet build où je vais pouvoir faire tourner le programme, et puis j'ai une petite console Python ici pour qu'on fasse des calculs, quelques petits calculs, parce qu'on va avoir besoin de faire des petits calculs. Alors, on passe au code. Donc, on va commencer par définir quelques petites variables, notamment, alors je vais calculer en double précision, donc je vais utiliser les doubles, et donc la première constante que je vais définir, c'est G. Alors G, c'est 6, 67, 10 exposant moins 11 en système MKS, donc en mètres, kilomètres, secondes. On verra après que c'est pas forcément une bonne idée de faire des calculs de cette manière-là, mais bon, dans un premier temps, on va faire ça. Et ensuite, je vais avoir, donc ça c'est une constante, voilà, donc c'est pour ça qu'on a le qualificateur constexp, hein, c'est pour dire au code en C, ça c'est une constante, ça bouge jamais, donc j'ai vite à vie avec, mais elle bougera pas. Et après, je vais avoir, donc je vais faire mon vecteur R, que je vais appeler X, Y, et ZE. Donc là, je passe en 3D. Hein. Donc ça, c'est la Terre. Et puis, je vais avoir VX, VY, VZE. C'est toujours c'est la Terre. Donc là, je vais mettre là. Et puis, je vais avoir l'accélération AX, AY, AZE. Ok. Et ensuite, j'ai le Soleil. XS, YS, ZS. Et puis, la même chose, VXS, VYS, VZS. Hein, on repasse en 3D, donc on a besoin de tout maintenant. AXS, AYS, AZS. Ok. Avec ça, je vais rajouter 2 autres constantes qui sont la masse de la Terre et la masse du Soleil. Alors, la masse du Soleil, je la connais bien, parce que quand on fait un peu de galactique et de cosmos, on sait quelle valeur ça a. Ça, c'est en MKS, donc c'est à peu près 10 exposant 30 kg. Et la masse de la Terre, je la connais pas très bien, donc je l'ai marqué quelque part sur mes petites feuilles. C'est ça. C'est 5 972 10 exposant 24. Voilà, kilogrammes. Toujours en MKS. Ok. Donc là, on a à peu près tout ce qu'il nous faut. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coder comme un sale au début, et puis on va améliorer le code petit à petit. D'accord ? Donc là, on a dit, qu'est-ce que j'avais dit au début ? J'avais dit qu'au début, le Soleil est placé en 0. Donc, je vais commencer par faire ça. On initialise le code. La Terre, c'est un peu plus compliqué. On va faire un petit dessin pour ça, mais je vais la passer pour l'instant. Et les vélocités, alors la vélocité du Soleil, on va mettre que c'est 0 parce que c'est gros et on va dire qu'il ne va pas trop bouger au départ, même si c'est pas complètement vrai. Hein. Mais voilà, pour l'instant elle est à 0, on dit qu'elle est négligeable. Alors, la Terre. La Terre, je vais repasser sur ma tablette. Parce que j'ai oublié de parler de ça.
Donc la Terre, on a notre Soleil, il est là. L'avantage, c'est qu'on a une trajectoire, on s'en fout un peu de comment on oriente notre repère. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricher. On va tricher, puis on va dire que notre Terre, eh ben, elle est alignée au départ sur l'axe des X. On peut faire ça parce qu'il suffit juste que si, par exemple, notre Terre, elle était comme ça, eh ben, on aligne notre repère comme ça, et puis on est tranquille, quoi. Donc voilà. Donc ce qu'on sait, c'est que YE, c'est égal à 0, et puis ZE, ça va être aussi égal à 0. Et là, on a la distance entre les deux qui nous sépare. Ça, c'est XE. Et XE, il se trouve que XE, c'est égal à une unité astronomique, pardon, et ça c'est 150 millions de kilomètres, donc c'est à peu près 10 exposants, merde j'ai oublié, c'est 11 mètres, non 150 millions c'est 8, voilà. Ok, 10 exposants 8 mètres, très bien, donc là on a nos valeurs de VE, de XE, YE et ZE, et maintenant il faut qu'on trouve le VX, VY et VZ. Alors, vous remarquerez que puisqu'ils sont alignés, ici, la Terre, en fait, elle va pas se déplacer le long de l'axe des X. Hein. Ça, elle va pas le faire. La Terre, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se barrer par là, parce qu'elle est en orbite. D'accord? Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le Vx, il est égal à 0. On a dit tout à l'heure qu'on allait rester... Vs égale 0 pour le Soleil, les forces sont invariantes selon le repère, donc le repère est galiléen. Oui, mais en vrai, ton Soleil, il bouge, mais en fait, il bouge à une vitesse qui est négligeable, et après, effectivement, tu peux dire que ton repère se déplace à la vitesse du Soleil, mais vu qu'on résout le problème à deux corps entre les deux, c'est un peu mais, tu vois, mais voilà, bon, bref. Donc, et donc, ce qu'on disait tout à l'heure, je reviens sur le VZ, c'est qu'on est sur un plan, hein, donc le VZ, on va le prendre à 0, parce qu'on va dire que la Terre, elle orbite sur le plan où Z égale 0. Cool, donc il ne nous reste plus que VY. Alors VY, je ne vais pas vous mentir, il y a une formule pour la trouver, parce qu'on va dire qu'on est sur une orbite circulaire, et je vais vous la donner parce que elle n'est pas simple, et elle n'est pas simple à expliquer. Donc la vitesse d'un corps circulaire en orbite autour d'un autre, c'est racine de Gms, parce que là c'est le corps central, c'est S, fois la distance. D'accord? R. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vu que la distance, on la connaît, c'est XE. Donc on a Gms sur XE. Voilà, ça c'est notre vitesse. C'est la vitesse d'orbite circulaire. J'écris comme un porc, mais c'est pas grave. Ok, vitesse d'orbite circulaire. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut. On a la position de base, la vitesse de base de la Terre. C'est bon, on est prêt à coder. Cool, je reviens donc là-dessus. Alors, en tant que codeur, je suis déjà en train de me poser des questions comme, ok, comment fait-on quand on a plus de particules que ne rentrent en RAM? Ok, les équations Vx et Y devaient être orthogonales, donc on peut les faire séparément si ça nous aide. Alors oui, effectivement, c'est le gros avantage de la gravitation, c'est que tout est détachable, donc tu peux les faire séparément. Comment on fait quand on a plus de particules que ne rentrent en RAM? Eh ben, en général, c'est là où on utilise des supercalculateurs, c'est-à-dire qu'on va mettre un dixième des particules sur un nœud, puis un dixième des particules sur un autre nœud, chaque nœud étant un ordinateur séparé, entre guillemets, et puis comme ça on en prend 10, et puis paf, maintenant ça rentre en RAM. Voilà, donc ça c'est le premier problème qui est résolu. Le deuxième, c'est que, comme tu dis, les équations sont séparées. Donc effectivement, on peut les résoudre séparément. Sur justement, chaque nœud va regarder ses propres particules. Le problème, c'est que si tu veux faire ton système à n corps de manière rigoureuse, eh ben, chaque particule a besoin de chaque autre particule pour faire son calcul. Et du coup, là, tu as un problème. Parce que ça veut dire qu'à chaque pas de temps, chaque nœud doit récupérer les informations de tous les autres nœuds pour savoir ce qui s'applique dessus. Et donc ça, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que les systèmes qui résolvent le problème à n corps de manière directe, donc ce qu'on appelle en sommation directe, c'est ce que je vous disais, là, le problème à n carré, où tu calcules vraiment toutes les forces entre chaque particule, et ben en fait il dépasse pas le million de particules, parce qu'un million de particules ça tient dans la RAM, il n'y a pas trop de problème. Par contre, ça prend du temps à calculer, parce que tu as 10 exposant 12 calculs à faire si tu as un million de particules. Donc ce que tu fais, c'est que tu te sers de GPU, parce que les GPU ça va très 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 vite pour faire des calculs très simples comme ça.
et puis tu distribues ça sur plein de processeurs. Donc en fait, tu vas avoir plein de nœuds. Donc tu vas avoir plein de nœuds qui ont toutes les informations de tout le système et qui vont calculer très très vite juste sur une portion ce qu'ils ont à faire, et après ils échangent leurs infos entre eux, etc. C'est compliqué, hein, et c'est pour ça que c'est des codes qui mettent des années et des années à se développer, parce que dès qu'on parle de calcul parallèle, ça devient très 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 complexe de faire des choses proprement, qui marchent bien, qui scalent bien, etc. Donc ça, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, parce que j'aimerais bien aussi parler un petit peu de Cocos, vu que c'est un truc qu'on utilise beaucoup nous dans notre taf, qui permet de faire du parallélisme de manière un peu maligne. Donc peut-être que sur l'algo de Barnes & Hut, on essaiera de faire du Cocos aussi. Ouais. Ok. Donc là, on a notre initialisation du Soleil, et puis on veut notre initialisation de la Terre. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On va créer une nouvelle constante qui va s'appeler EU pour unité astronomique, 1.5 10 exposant 8 mètres, 150 millions de kilomètres, donc c'est un 11 mètres. Voilà. Si je me disais bien que c'était 1,511, 10 exposant 11. Voilà, et donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que xe c'est égal à 1 AU, ye c'est égal à 0, ze c'est égal à 0. Ensuite vxe, on a dit que c'était 0. Vye, donc c'est là où on va faire notre calcul de g fois la masse du Soleil ms divisé par xe, hein, racine de gm sur r, donc c'est ça qu'on a. Et vze c'est égal à 0. Cool. Donc là, on a initialisé notre système. On a tout ce qu'il nous faut pour démarrer. Ok, donc maintenant, on va rajouter encore une petite constante. On a dit que ça, c'est toujours un système MKS. On va fixer notre dt. Donc là, le dt, je vais le mettre à... alors, mon système, il est en secondes. Je ne veux quand même pas avancer trop lentement. Donc, je vais dire que mon système, il avance à une vitesse de 3600 secondes. Ça fait 1 heure fois 24 heures. Et donc là, j'ai un jour en MKS. Ok, 3600 secondes fois 24 heures, ça fait une journée. Cool. Donc, un des points dont on va parler un petit peu plus tard, mais qui est intéressant de souligner maintenant, c'est que vous voyez qu'on manipule des grandeurs qui sont des ordres de grandeur complètement différents. On a 10-11 comparé à 10 exposant 30, 10 exposant 24, 11, un truc qui fait 10 exposant 4, là, bon, c'est quand même... voilà, l'ordinateur, ça, en général, il apprécie pas trop. Et on va voir que effectivement, ça va poser problème. Mais pour l'instant, on s'en fout un petit peu. On va juste coder notre truc et puis on va voir ce que ça donne. Donc, on part d'un temps qu'on va mettre à 0. C'est notre premier temps. Et puis, on va fixer un Tmax. Et ce Tmax, alors, donc, notre dt, c'est une journée. Eh ben, on va prendre 365,25 jours. Donc, ça nous fait quoi? Ça nous fait, ça nous fait un an. MKS. Ok. Et puis maintenant, je vais faire une boucle. Je vais dire, tant que t est inférieur à tmax, qu'est-ce qui va se passer? Bon, bah déjà, je vais faire t plus égal dt. Hein, c'est ce qu'on veut faire. On avance par petits pas de dt. Et puis là, en premier, on va calculer les accélérations. Et puis après, on applique l'air. Ok. Et puis 3, on va affichage de la position de la Terre. Donc on va juste afficher la position de la Terre dans un premier temps et regarder, ce qui se passe. Alors je le dis vite fait, ça correspond à quoi dt? Donc dt c'est le delta t, c'est notre pas de temps. La différence d'ordre de grandeur va poser des problèmes en virgule flottante. Oui, effectivement. Donc ça, on va voir que c'est pour ça que c'est important de normaliser son système. Et je vais en parler un tout petit peu après, mais avant, je vais vous montrer que ça marche pas alors qu'on fait les bons calculs. Et que c'est un truc qui est un peu casse-tête parce que chaque système va demander son propre système d'unité. Donc c'est un petit peu chiant, mais on s'y habitue une fois qu'on l'a fait 3-4 fois, etc. Ok, donc... calcul des accélérations. Alors, on va commencer par calculer la distance entre les deux corps. Donc ça, on va avoir un dx, un dy et un dz. C'est la différence de position entre les deux. Hein. Donc dx, ça va être xe moins xs. dy, ça va être ye moins ys. dz, ça va être ze moins zs. Ok. Et donc... R, la distance RES, la distance entre les deux, hein, c'est
voilà, la formule de Pythagore, dx fois dx plus dy fois dy plus dz fois dz, le tout racine carrée. Donc là, on a, je vais l'appeler R underscore ES pour qu'on voit bien que c'est le RES dont je parlais avant. Ok, donc maintenant on peut calculer l'intensité de la force. Alors l'intensité de la force, c'est pas un vecteur, hein, je vous rappelle, c'est juste F. Donc F, c'est quoi? C'est G fois ME fois MS divisé par RES, on avait dit au cube. Je vais le faire au carré. Je vais le faire au carré pour l'instant parce que c'est pas un vecteur. Donc voilà. Donc là on a c'est des grands M ici. MEMS divisé par RES au carré. Très bien. Donc maintenant, on peut calculer notre accélération. Alors notre accélération, je vous rappelle, c'est F divisé par la masse de l'objet fois le vecteur dans la direction dans laquelle ça va. Il se trouve que ce vecteur, il est là. Hein. Ça, c'est le vecteur RES. Donc c'est de E vers le Soleil. Hein. Non, du Soleil vers E, pardon. Je vais y arriver. Hein. Donc là, je peux calculer mes accélérations. Mes accélérations, ça va être quoi? Ça va être AX, c'est égal à F, divisé par la masse de la Terre, je vous rappelle, fois dx. Ouais, donc là, il me faut un moins. Fois dx. Dx, ça va du Soleil vers la Terre. RE moins RS, c'est ça. Attendez, que je dise pas de conneries. RE moins RS. Oui, c'est ça. Du Soleil vers la Terre. Donc, ce qu'on veut, c'est que ce soit de la Terre vers le Soleil, hein, pour le AXE. AX. Donc, AYE, ça va être la même chose, mais fois DY. Et AZE, c'est encore la même chose, fois DZ. Et puis, dans l'autre sens, c'est la même chose. Hein, mais alors, en positif, cette fois-ci, on divise par MS, hein, fois dx, AYS c'est F divisé par MS fois DY, AZS c'est F divisé par MS fois DZ. Donc là on a calculé nos accélérations. Voilà. Alors vous voyez que c'est super redondant ce que j'ai écrit, mais on améliorera le code un petit peu plus tard. Pour l'instant on va juste écrire ça un peu comme un sale et puis on verra plus tard. Alors, pouvez-vous expliquer la différence entre Euler implicite et explicite? Alors, c'est ce que je disais. Donc, c'est un peu compliqué de l'expliquer là tout de suite comme ça avec les mains. Mais en gros, Euler implicite va, en fait, on va dépendre dans notre formule. Alors, je repasse vite fait sur la tablette pour expliquer ça. Donc, vous voyez que si j'écris si j'écris ma formule d'Euler, V de n plus 1, c'est égal à V de n plus delta t fois A de n. Vous voyez qu'ici, on dépend des choses à l'ordre n pour calculer l'ordre n plus 1. On pourrait dire, et rien ne nous empêche de dire que ça c'est égal à Vn plus delta t A de n plus 1. Alors c'est compliqué parce qu'en fait le A de n plus 1, il faut déjà connaître la position au temps n plus 1 pour la calculer. Donc en fait il se trouve qu'on a des façons de faire ça où on va en fait résoudre des systèmes linéaires. Alors c'est un peu compliqué et c'est pour ça que je ne veux pas en parler. On pourra éventuellement, peut-être dans une séance future, je repasse sur le code, dans une séance future un petit peu parler de ça, mais pour l'instant, c'est, disons qu'on va pas le faire comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'implicite, généralement, est beaucoup moins restrictif sur le pas de temps qu'on peut prendre pour faire le calcul, c'est-à-dire qu'on peut prendre des pas de temps qui sont généralement plus grands en faisant moins d'erreurs. En revanche, c'est beaucoup plus difficile à calculer. Donc on a une question on peut allonger son pas de temps, et ça va nous aider parce que ça veut dire qu'on fait moins de calculs pour arriver à un temps donné, on fait moins d'itérations pour arriver à un temps donné. Par contre, les calculs vont être beaucoup plus chers à calculer. Donc du coup, on se retrouve encore une fois à jongler entre l'explicite, c'est des tout petits pas de temps, et puis on en fait plein, mais ça va vite à calculer. Et l'implicite, où c'est des pas de temps qui sont très longs, mais qui prennent beaucoup de temps à calculer. Et donc, il faut jauger entre les deux. Et alors pour la gravitation, il y a des schémas, on va dire, semi-implicites qui sont utilisés. Bon, c'est pas quelque chose je suis pas hyper familier avec ça, disons, pour la gravitation.
Généralement, le truc le plus courant qu'on va utiliser en gravitation, c'est ce qu'on appelle le leapfrog, et je parlerai de ça un petit peu après. Mais voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus courant en gravitation. En hydro, si on fait de l'hydro, là je pourrais parler de pas de temps implicite parce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup, notamment pour résoudre des termes comme la viscosité dans les équations de Navier-Stokes, la conduction thermique, etc. Voilà. Donc là, pour l'instant, on reste en full explicite, c'est-à-dire qu'on va juste faire ce que j'ai au pas de temps suivant, c'est ce que j'ai à ce pas de temps maintenant, plus une quantité fois dt. Donc là, tu ajoutes toutes les valeurs pour vérifier tes calculs et seulement après, tu vas rajouter le mouvement du Soleil et son influence sur la Terre. C'est cela. Alors là, on a juste calculé l'accélération. Donc, on a notre formule d'accélération qui vient de la formule de gravitation de Newton. Et je vous ai dit, ça, c'est la gravitation newtonienne. Hein. Et ça, c'est le principe fondamental de la dynamique. C'est aussi appelé la deuxième loi de Newton. D'accord ? Donc là, on a l'accélération qui est égale à... Enfin, c'est la somme des forces qui est égale à la masse fois l'accélération. Alors vous voyez que la masse, elle est là, on l'a passée de l'autre côté, donc c'est l'accélération qui est égale à la somme des forces divisée par la masse. Voilà. Maintenant, on va utiliser l'algorithme d'Euler pour calculer la nouvelle valeur de VE et puis de XE. Donc on va commencer par XE. XE, XS et puis VE, VS. Okay, donc là, on va faire XE, c'est égal à XE. La nouvelle valeur est égale à l'ancienne, plus delta T fois VXE. YE, c'est égal à YE, plus DT fois VYE. ZE, c'est égal à ZE, plus DT fois VZE. Pareil pour le Soleil. XS égale XS plus DT fois VXS. Et puis on va copier-coller cette ligne-là deux fois, et puis on va remplacer ça par les bonnes valeurs qui sont VYS, VZS, YS et ZS. Donc là, on a mis à jour les positions. Petit a, mise à jour des positions. Et puis petit b, on va mettre à jour les vitesses, les vélocités. Donc Vx c'est égal à Vxe plus delta t fois Axe. Et puis ça on va le copier-coller. Tac tac. J'ai fait ça n'importe comment, mais c'est pas grave. Vze, Vye, Vze, Az, Ay. Là on a mis à jour les vélocités de la Terre et on va faire la même chose avec le Soleil. Je copie-colle, hop, et je remplace. Alors, pourquoi on a fait ça dans cet ordre-là? La raison, elle est bien simple. Vous voyez qu'ici, on utilise les Vxe, Vye, Vze, Vxs, Vys, Vzs. Et donc, si on les met à jour avant de faire la mise à jour des positions, on va se retrouver à utiliser les nouvelles valeurs de ça. Donc voilà pourquoi, je réponds aux questions en avance, pourquoi tu calcules les nouvelles vitesses après les positions? C'est parce que la position se sert de la vitesse. Donc si je mets à jour la position, vous voyez que si là je fais bien x au temps n plus 1, c'est égal à x au temps n plus dt fois v au temps n. Et que si je faisais la mise à jour des vélocités avant, je ferais v n plus 1, parce que j'ai déjà mis à jour mes vélocités. Donc on ne veut pas ça, on veut v de n. Mais on verra que ça fait partie des algos qu'on peut mettre en place pour la mise à jour des positions et des vélocités. Alors pour l'instant, ce qu'on veut, c'est juste mettre à jour avec les valeurs en n. Donc on fait dans ce sens-là. Très bien. Et puis on va faire un petit print. Et on va faire un petit print. Alors je vais afficher mon temps en premier. Donc cout, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le C++, c'est la façon d'afficher des valeurs sur la console. Et puis je vais prendre x et y. Endel, se dire retour à la ligne. Donc là, à chaque itération, on va avancer d'un temps dt qui est fixé et qui vaut une journée. Okay. On va faire ça pendant un an, donc tant que notre t il est inférieur à la valeur qui correspond à 365 fois 25 dt. Alors, vous voyez qu'on avance par dt, donc le 25 il sert un peu à rien. Je vais mettre 366 ici. Voilà. Et donc à chaque fois, on calcule notre nouvelle... Oula, attendez, il me manque un truc là. Ah oui.
Alors j'y reviens. Donc on calcule notre nouvelle accélération, on calcule nos nouvelles positions, nos nouvelles vélocités, et puis on avance comme ça dans le temps, jusqu'à ce que ce soit fini, jusqu'à ce qu'on ait passé un an, et après le programme il s'arrête. Alors là j'ai oublié un tout petit truc, parce que là vous voyez que donc ça c'est la force, donc c'est juste l'intensité. Là on a multiplié par la différence pour avoir le vecteur, mais il faut aussi qu'on le divise par RES, pour que ce dx, dy, dz il soit normalisé. Sinon c'est pas bon, parce que là sinon on multiplie aussi par la distance entre les trucs. Et ce qu'on veut c'est juste la direction dx, la direction de dy, la direction de dz. Ça c'est RES. Hop, voilà. Ok, bon, ben on est pas mal là. Je vais faire ça un peu plus propre, voilà, comme ça. C'est plus joli. Ok. Bon, ben on va compiler, on va voir combien de millions d'erreurs on a. Alors, ah oui. Donc là, je suis dans le build, je vais faire un petit coup de CMake. Voilà, j'ai configuré la compilation. Je lance la compilation. Ça a marché, ça a compilé. Très bien. Donc là, je me retrouve avec un programme qui s'appelle Gravity. Je peux le lancer. Voilà, et là, il me crache des valeurs. Donc la première valeur, c'est le temps. Le temps en secondes. Et puis la deuxième valeur c'est le x, et la troisième valeur c'est le y. Alors là vous voyez tout de suite, j'ai même pas besoin de faire un plot, qu'on est parti de x0 qui valait 1 AU. 1 AU c'est 10 exposant 11, on se retrouve à 10 exposant 32. Donc vous voyez que là on a un problème. Alors ce problème c'est une question d'unité. Voilà, je vous spoil le truc parce que c'est le genre de truc qui peut prendre des heures à comprendre. Donc, je vous le dis tout de suite, c'est un problème d'unité, c'est parce que justement on jongle avec des unités très petites, des unités très grandes, et ça les flottants, comme on disait sur le chat, ils aiment pas trop. Donc du coup ce qui va se passer c'est que en fait notre particule elle va partir à l'ouest. Alors on va le plotter pour voir. Donc là je vais faire dans ma petite console Python, j'importe NumPy, je vais importe matplotlib. Alors je vais refaire ça, mais maintenant ce fichier là en fait toutes les sorties je vais les rediriger dans un fichier qui s'appelle trajectoire. Vous voyez là j'ai créé un fichier qui s'appelle trajectoire. Si je l'affiche c'est la même chose qu'avant, c'est juste mes positions avec voilà, avec mon temps. Ok, et donc je vais charger ça dans Python. Donc là je vais faire, je suis où? Déjà, je suis où? Je suis dans le bon endroit, ok. Donc date égale numpy.plotText, trajectoire. Et puis on va plotter ça. Donc on plotte la colonne 2, enfin la colonne numéro 1 en partant de 0 et la colonne numéro 2 en partant de 0. Et si je vous montre ça, ça c'est la trajectoire de ma Terre. Et comme vous voyez, c'est de la merde. Parce que, elle n'est pas comme ça la trajectoire de la Terre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va normaliser nos unités. Donc pour ça, je vais repasser sur ma petite feuille. Et puis on va faire ça proprement. Alors là, j'ai mon unité de longueur, mon unité de temps et mon unité de masse. Dans un système physique, généralement dynamique, où on n'a pas de, on va dire pas de thermo, etc., on peut tout définir à partir de ces trois unités-là. À l'heure actuelle, ces trucs-là, c'est 1 mètre, 1 seconde et 1 kilogramme. Ça, c'est le système qu'on appelle MKS, mètre, kilogramme, seconde. Bon, il se trouve que dans ces unités-là, mon problème, il s'exprime mal. Il s'exprime mal parce que du coup, je compare des grandeurs qui sont enfin voilà, des trucs qui vont soit très grands, soit très petits, etc. Et c'est pas ouf. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va choisir nos unités de manière à avoir des choses qui puissent se comparer pour un ordinateur. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir un système d'unités où ma longueur, c'est une unité astronomique. Mon temps, c'est 1 année. Et ma masse, c'est une masse solaire. D'accord? Ça, c'est le petit symbole pour dire le soleil. Ça, c'est ma masse solaire. Alors, si je réécris ces unités-là, je peux dire que 1 AU,
c'est égal à, donc on a dit 150 millions de kilomètres, de mètres, pardon, 150 millions de kilomètres, donc 10 exposant 11 mètres. Et donc je peux dire que dans une AU, il y a 1,5 10 exposant 11 mètres par AU. Okay. Je vais faire la même chose pour le temps. Une année, c'est égal à 3600 fois 24 fois 365.25, cette fois-ci je le mets, secondes. Et donc ça, c'est secondes par année. Hein, parce que dans une année, il y a autant de secondes. Et puis, pareil pour la masse du Soleil, hein, 1 msun, c'est égal en fait à 1,989 10 exposant 30 kg par masse solaire. Ok, cool. Alors, avec ça, je peux exprimer toutes mes grandeurs. Donc là, si je reviens, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que j'ai ms. Donc là, dans mes nouvelles unités, c'est une masse solaire. Hop, 1. Une AU, donc une unité astronomique, c'est 1. Et puis mon DT, alors c'est une année, et puis on va dire que c'est, je vais prendre un jour, donc je vais faire 1 sur 365.25. Voilà. Donc ça c'est un jour dans mes nouvelles unités. Ça c'est une année-lumière dans mes nouvelles unités. Et là vous voyez qu'il m'en manque deux. Hein. Il me manque ME, la masse de la Terre. Bon ça va être facile à faire. Et puis il me manque G. Alors on va commencer par la masse de la Terre. La masse de la Terre c'est ça là. Donc je vais le prendre. Hein. Tac. Puis je vais le mettre dans Python. Donc là j'ai ME qui vaut ça. MS on a dit c'est 1,989 10 exposant 30 kg. Et donc ma nouvelle masse de la Terre, c'est ME divisé par MS. Hein. C'est combien de masse terrestre on met, combien de masse solaire on met dans une masse terrestre. Et puis ça, c'est 3, 0,025, 10 exposant moins 6. Et hop, on copie-colle. 3, 0,025, 10 moins 6. Bon, alors vous voyez qu'au niveau consistance des unités, c'est un peu pourri. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fout un peu. Donc ça, c'est en msun, voilà, ms. Et puis il nous reste G. Alors G, je vais repasser sur le papier parce que c'est là où le fun, c'est à fond le fun. Alors, je vais effacer ça. Ce soir, on n'en a plus besoin. G, ça s'exprime en MKS comme 6,67 10 moins 11 mètres cubes par kilogramme par seconde moins 2. Seconde moins 2. Donc ça, c'est... voilà. Et ce qu'on veut, nous, c'est G qui s'exprime en en donc, notre unité de distance, AU au cube, en masse solaire moins 1, et en année. Alors l'année, je vais l'écrire en anglais YR, parce que c'est plus compact, YR moins 2. D'accord? C'est ça les unités qu'on veut. Donc comment on va faire ça? Vous voyez que là, on a déjà les facteurs de conversion. Donc en fait, vu qu'il me faut des mètres cubes, je vais diviser par des mètres cubes, donc il faut que je divise par cette valeur-là au cube. Et puis les kilos, c'est des kilos qui sont au dénominateur, donc ça veut dire que là je suis déjà dans le bon sens, donc je vais multiplier ça. Et puis les années, c'est pareil, je vais multiplier par ça au carré. Okay, donc ça veut dire que ce G, là je vais l'appeler G tilde, G tilde, c'est égal à G fois, donc on a dit on multiplie par la masse solaire, fois, donc ça je vais l'appeler YR au carré, et puis je vais diviser par AU au cube. Et ça va me donner mon nouveau G dans les bonnes unités. Ok? Alors c'est un peu douloureux la première fois qu'on fait ça, hein, mais c'est un peu un rite de passage, on va dire, pour tous les gens qui font de l'astro, et de la simulation d'astro, c'est de renormaliser ces quantités de manière à avoir des choses qui sont de l'ordre de l'unité. Donc là vous voyez qu'on va toujours rester autour des valeurs entre, on va dire, 0,01 ou 0,1 ou 1 ou 10, etc. Mais qu'on va jamais avoir une grandeur qui vaut 10 exposant 30 et puis l'autre qui vaut 10 moins 11. Quoi. Voilà. Là on reste toujours dans le même ordre d'idée. Okay, donc on repasse sur le code, hop, et là je vais dire que mon G, donc là je vais rentrer dans mon Python mes valeurs, donc on a dit 1.5 10 exposant 11 pour une unité astronomique, mon msun je l'ai déjà, et puis mon année c'est 3600 secondes fois 24 heures fois 365,25 jours.
ok. Et donc mon G tilde, c'est égal à G, je ne l'ai pas rentré, G c'est 6,6710 moins 11, donc mètre cube par kilogramme par seconde au carré, et donc mon G tilde, ça va être G fois Msun fois IR au carré. Alors je peux l'écrire comme ça en Python, je ne peux pas le faire comme ça en C malheureusement, divisé par AU au cube. Et donc mon G tilde, il vaut 39,14. Hop, on prend ça, on le copie dans notre code, et là, on a des unités qui sont un tout petit peu plus propres. Hop, on va virer ça, voilà. Donc là, on est en AU au cube, divisé par Msun, divisé par IR au carré. Ça, c'est en Msun, ça, c'est en AU, évidemment, et ça, c'est en IR. Ok. Oups, je vous mets ça là. Très bien, très bien. Et bien maintenant, on va... Donc on a... il me manque un petit point virgule là. Voilà. Donc là, normalement, on a tout ce qu'il nous faut pour faire tourner notre code avec les nouvelles unités. Notre DT, c'est... alors, donc là, notre Tmax, il est bon, mais ce qu'on veut, c'est que ce soit un an. Maintenant. Et vu que notre unité, c'est l'année, eh ben, on prend un an. Et là, on a bien un jour en hier. Voilà. C'est bien le mélange d'anglais et de français, tout va bien. Ok, on recompile. Notre code compile, très bien. On va le faire tourner. Et là, normalement, il y a l'effet démo qui fait que ça foire quand même parce que j'ai fait une connerie quelque part. Non, ça n'a pas l'air. Ça a l'air de bien marcher. Trajectoire, très bien. Et puis on va plotter ça. Donc là, je vais refaire date égale, je charge ma trajectoire, et puis je vais faire un plt.plot de ma trajectoire. Et puis plt.show. Et voilà. Alors, vous voyez que en une année, on a fait une trajectoire. J'ai essayé de le rendre un petit peu carré. J'aurais dû dire à ma figure d'être carré, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc vous voyez qu'en un an, on n'a pas exactement fait... c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Mais bon, c'est pas mal. Alors, si maintenant, je renomme cette trajectoire, et puis je vais l'appeler trajectoire d'été, on avait dit c'était un jour. Okay. Maintenant, on va prendre, pour vous montrer l'effet de l'algorithme de l'air, on va prendre 7 jours. Voilà. Donc là, je multiplie par 7 mon dt, j'avais un jour, ça me fait 7 jours. Je recompile. Je lance, donc là, je vais le stocker dans un truc qui s'appelle 7 jours. Et puis, je vais prendre une heure. Voilà. Je vais aussi le faire tourner pour une heure. Donc, je divise par 24, ce qui fait qu'un jour divisé par 24, ça fait une heure. Puis, je vais recompiler. Voilà. Alors déjà, si je regarde le nombre de lignes, donc WC-L, ça me donne le nombre de lignes d'un fichier. Donc si vous voyez, avec un jour, j'ai 366 itérations, donc ça c'est bien, c'est ce qu'on voulait. Hein. On avance par pas de un jour et du coup on fait 366 jours, donc à peu près un an. Si je regarde par pas de 7 jours, j'ai bien divisé par 7, j'ai 53 semaines, c'est très bien, 52 semaines plus une pour boucler le tour. Et puis si je suis en une heure, voilà, j'ai multiplié par 24 le nombre de pas de temps que j'ai. Très bien. Donc là, je vais pouvoir faire maintenant dt un jour égale load text trajectoire un jour. Je vais faire dt une heure load text trajectoire dt une heure. Et puis je vais faire un s parce que c'est une semaine, load text trajectoire 7 jours. Voilà. Ok. Donc je vais plotter tout ça. dt1j, toujours la même commande, hein, 1j colonne 2, et puis lui je vais lui donner une couleur qui est bleue et un label qui est donc c'est par pas de un jour. Je vais même l'écrire bien, je vais l'écrire en LaTeX, comme ça vous verrez un peu. Delta t égale un jour. Voilà. Ensuite je vais faire la même chose pour une heure.
égale 1 heure. Ah, j'ai oublié le dollar. Ah, ça va faire de la merde. Non, c'est pas grave. plt.clf. Allez, hop, on recommence. On va dire un jour comme ça, 1 heure comme ça, et plt.plot, dt une semaine. Color égale, je vais la faire comment? Je vais la faire green. Label égale delta t qui est égal à une semaine. J'oublie pas de fermer mon dollar. Tac, je vais rajouter la légende. Et si je plotte, eh ben j'ai rien parce que j'ai fait de la merde. Évidemment. Alors on recommence. Un jour, 1 heure, une semaine, legend, plot. Ah mais non, mais quel abruti. Chaud. Voilà. Alors évidemment maintenant je l'ai en double. Je recommence une dernière fois. Et là c'est la bonne. Legend, plt.show. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? C'est intéressant ma foi. Ce qu'on voit, c'est que on a donc 3 delta t qui ont été pris. Un delta t qui est de 1 jour, un delta t qui est de 1 heure et un delta t qui est de 1 semaine. Alors je suis désolé, ouais, avec la compression, ça se voit pas très bien. Donc en bleu c'est 1 jour, en rouge c'est 1 heure et en vert c'est 1 semaine. Et ce que vous voyez, c'est que, comme on l'a dit, le rouge, effectivement, Cosmogonia, le rouge a l'air plus correct parce que, comme je vous le disais dans l'algorithme de l'air, plus notre delta t est petit et plus en fait on tend vers la vraie définition d'une dérivée. C'est exactement ce que je vous montrais sur le petit schéma, c'est que les pas de temps qu'on prend, eh ben, on converge vers quelque chose qui est plus correct. Et on peut voir que effectivement, si on continue à itérer, là, la solution verte, elle est complètement dans les choux. Alors, le voyage intergalactique est à notre portée, il suffit d'augmenter le dt. C'est effectivement... il suffit de faire ça. Bon, ça demande d'être capable de modifier les lois de la physique. C'est un petit peu difficile, on va dire. Mais bon. Alors, pourquoi les cercles ne se touchent pas? C'est en fait, ils vont se toucher à partir du moment où on arrive à itérer vers la limite. En fait, c'est-à-dire que plus on va prendre un dt petit et plus il va se rapprocher en fait du bout du cercle. Le problème, c'est que, en fait, comme je vous l'ai montré sur la page d'avant, là, si on regarde le nombre de lignes, vous voyez que, si j'affiche les deux en parallèle, là, vous avez la trajectoire en vert, elle a pris que 53 itérations, donc 53 calculs de tour de boucle, et paf, on a ça. La bleue, elle a pris 365 pour arriver à ce résultat. Et la rouge, elle a pris 8766 calculs pour arriver à ce résultat-là. Donc vous voyez qu'il faut jongler entre les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une solution qui est évidente, qui est beaucoup plus propre que l'autre, mais d'un autre côté, elle coûte beaucoup plus cher à calculer. Donc voilà, et ça c'est un truc qu'il faut qu'on... Enfin, en simulation, c'est très classique, c'est un problème très classique, c'est quelle erreur on accepte de faire sur notre calcul, de manière à pas passer un temps infini à faire le calcul. Parce que évidemment, parce que là, si vous voulez, même la solution rouge, la solution rouge, elle est bien, mais si... donc là, j'ai 1 heure en année dans mon code. Maintenant, imaginons que je fasse tourner... mon code pour 100 ans. Voilà, je recompile. Donc là, j'ai un Tmax qui est égal à 100, donc c'est 100 ans. Si je fais tourner mon code, trajectoire 1 heure, alors là, vous voyez que 100 ans, il prend du temps à calculer. Il mouline, hop, c'est fini. Je vais faire dt 1 seconde égale... c'est pas 1 seconde, c'est 1 heure, pardon. 1 heure égale ça. Donc là, hop, il charge. Alors là, il en chie un peu. Combien on a de lignes dans le fichier? On a 876 000 lignes dans notre fichier. Et donc maintenant, donc là, je viens de plotter un siècle d'évolution. Ok. C'était 1 heure, 2. Qu'est-ce qui se passe si j'affiche ça? Eh bien, vous voyez que... et ouais. Ma trajectoire, elle spirale.
Ma trajectoire, elle spirale quand même, parce que même si j'ai un très bon DT, il y a toujours une erreur qui s'introduit là-dedans. Alors je peux zoomer, hein, vous allez voir. Si on zoome, vous voyez qu'on a bien les trajectoires qui spiralent doucement et partent vers l'extérieur. Et alors, ça c'est un des problèmes de l'algorithme d'Euler, c'est qu'en fait il introduit une erreur qui est cumulative et qui va poser un vrai gros problème à notre code. Et en fait, il se trouve qu'il y a d'autres façons, d'autres solvers qui vont permettre de résoudre ce problème. Et notamment, un des solvers qui est le plus utilisé une catégorie de solvers qui est parmi les plus utilisés dans les problèmes gravitationnels, c'est des solvers qu'on appelle, des intégrateurs qu'on appelle symplectiques. Et grosso modo, c'est très simplement pour dire, c'est que l'intégrateur, en fait, il va conserver l'énergie du système. À l'heure actuelle, le problème qu'on a là, c'est que en fait, l'erreur qu'on a, donc l'erreur qui provient de ce delta t, elle introduit une erreur qui va injecter de l'énergie dans le système. Alors, je ne vais pas vous faire le calcul, hein, mais on peut plotter, on peut par exemple montrer l'évolution de l'énergie cinétique de la Terre, et on va se rendre compte que cette énergie, elle croît. Et en fait, ça c'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'elle gagne en énergie, notre Terre. Et c'est une erreur qui est purement numérique, c'est une erreur qui vient purement et simplement du code. C'est une erreur qui est introduite par le code. Et en fait, c'est une erreur qui est introduite par la manière qu'on a de passer des équations continues, donc de la description continue mathématique de la réalité, vers un système qu'on peut modéliser dans un ordinateur. Et donc ça, c'est très 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 compliqué. Et alors, il y a un intégrateur qui est assez simple à mettre en place, hein, qui s'appelle le leapfrog, le saut de mouton, qui permet en fait de contrebalancer cette erreur. Et la mise en place du leapfrog, en fait, elle est assez simple, hein. Il suffit juste en fait d'inverser la mise à jour des positions avec la mise à jour des vélocités. Alors, il y a une étape supplémentaire. Je ne vais pas en parler pour l'instant. J'ai juste vous montrer. J'inverse les deux bouts de code. Et normalement, je dis bien normalement, ça devrait marcher. Donc on va essayer et puis on va voir. Je vais reprendre un Tmax égal à, on va dire, 10 ans. Et puis je vais reprendre un delta t qui est égal à une journée. Ok, je compile. Donc là, on met à jour les vélocités avant les positions. Donc ça veut dire que pour calculer les positions, on va se servir des nouvelles vélocités. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de truc alterné où en fait on se sert des vélocités pour calculer les nouvelles positions. Mais du coup, la nouvelle position va définir une accélération, parce que l'accélération est calculée uniquement à partir de la position et pas de la vélocité, qui va du coup être décalée. Et en fait, donc c'est pour ça qu'on appelle ça saut de mouton, hein, leapfrog, c'est parce que en fait, la vélocité et la position sont jamais exactement au même temps. Et ça c'est intéressant parce que du coup ça permet en fait de contrebalancer un petit peu les erreurs. Alors normalement, si j'ai pas trop fait de conneries, si je fais ça 1 heure et que je vais l'appeler leapfrog, il faut que je fasse ça, surtout 1 heure, c'est un jour leapfrog. Voilà. Donc là, on regarde, on a bien trajectoire d'été 1 jour leapfrog, ça fait 3653 parce qu'on a 10 ans. Je vais juste le recalculer en Euler avec une journée. Hop, je refais juste une inversion vite fait que je vais appeler Euler là. Hop, voilà, c'est bon. Je remets le code comme il était pour le leapfrog. Ok, et maintenant on va comparer les deux. Donc, j'ai dt Euler qui est stocké dans le fichier. Donc là, je peux aussi refaire ça, un WC Euler. Donc là, on voit bien qu'on a le même nombre de lignes dans les deux cas. Hein. Le leapfrog et le Euler ont calculé les mêmes choses, enfin le même nombre de pas de temps, avec la même équation, mais en inversant juste l'ordre des mises à jour. Okay, donc trajectoire Euler, et puis dt leapfrog. Voilà, le texte, trajectoire, dt leapfrog. Et puis on va plotter ça. Et puis on va voir ce que ça nous dit. Mais normalement, je dis bien normalement, sauf s'il y a un effet démo
jauge, je vais l'appeler Euler. Et puis je vais plotter le deuxième, leapfrog. Voilà, donc il s'appelle leapfrog. Si j'affiche les deux, qu'est-ce qui se passe? Et magie du direct, il n'y a pas d'effet démo, c'est fantastique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que vous voyez que ma courbe bleue, elle spirale vers l'extérieur, hein, parce qu'il y a injection d'énergie, alors que mon leapfrog, il reste bien concentré au milieu. Et ça, c'est quand même assez cool, parce que vous voyez que juste en inversant l'ordre des opérations, on a un système qui est beaucoup plus stable. Donc ça, c'est la puissance de ce qu'on appelle les intégrateurs symplectiques, hein, c'est qu'ils conservent l'énergie du système. Alors, il y a des questions on va dire de méca analytique un peu complexes derrière, hein, c'est des questions d'hamiltonien, etc. Mais voilà, en première approximation, ce qu'on peut dire, c'est que le leapfrog, il conserve mieux les trajectoires. Voilà. Donc, vous voyez, pour le même dt, donc pour le même delta t, vous avez l'algorithme d'Euler qui spirale et qui part complètement en vrille, alors que le leapfrog il reste à peu près borné dans la bonne région, quoi. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, il y a juste un truc que je dois vous dire quand même par souci d'honnêteté, c'est que ça, c'est pas exactement un vrai leapfrog. Parce que, en fait, si vous voulez, si je vais repasser vite fait sur la tablette si elle n'est pas en train de décéder. Non, c'est bon, elle n'a pas décédé encore. Hop. Donc là, ce qu'on a fait. Alors le leapfrog peut donner une courbe rentrante, mais en fait ce que tu vas voir, c'est que si tu zoomes un peu sur tes trajectoires, en fait tu vois qu'elles oscillent dans un cycle limite. Donc en fait tu as, on va dire, une trajectoire, une distance maximale, une distance minimale, et puis en fait ils vont comment dire, en fait ta trajectoire elle va rester là-dedans. Et l'effet du dt là-dessus, ça va être de resserrer, en fait, mon première approximation, si ton dt est trop grand, ça part en vrille, mais sinon, si ton dt devient tout petit, en fait, ça va resserrer ces deux courbes-là, en fait, de manière à avoir une trajectoire qui est bien fine. Voilà. C'est pour ça que si vous avez fait attention sur la figure, on voit que la ligne bleue, elle a quand même une certaine épaisseur. Parce qu'en fait, notre orbite, elle va osciller entre une position max et une position min. Donc, alors juste pour finir, c'est que donc, si je reprends l'algo d'Euler, je me retrouve donc avec donc j'ai mon x n plus 1 est égal à x de n plus delta t vn, et puis que mon vn plus 1 c'est égal à vn plus delta t v an. Ok, donc ça c'est l'algo d'Euler qu'on utilise pour calculer, c'est ce qu'on a utilisé tout à l'heure. Hein. Et alors le leapfrog, en vrai, ce qu'il fait, c'est que si vous voulez, là, ce que vous faites, c'est que vous avez des pas de temps qui sont espacés de delta t, et à chaque fois, vous allez calculer. Donc ça c'est votre x, i, et puis ça je vais le réécrire d'une autre couleur. Vn plus delta t à n, et votre vi, eh ben, il est évalué en même temps. Voilà. Et en fait, le leapfrog, ce qu'il va faire, lui, c'est que il va, alors, il va faire en fait, donc l'expression habituelle du leapfrog, c'est qu'on va dire que v de n plus 1 demi c'est égal à v de n moins 1 demi, enfin c'est égal à v de n plus dt sur 2 de a de n, puis on fait x de n plus 1 qui est égal à x de n plus delta t fois v n plus 1 demi, et après on refait une étape, v de n plus 3 demi. Ben non, je suis bête, c'est v de n plus 1. N plus 1, c'est égal à v de n plus 1 demi, delta t sur 2 a de n plus 1. Alors le a de n plus 1, là, il est calculé à partir du xn plus 1. Donc ça, c'est bon. Mais vous voyez qu'en fait, si je prends cette opération-là, puis que
je la mets... parce que ça, c'est un truc qui s'exécute dans une boucle, hein, on boucle, etc. Donc ça veut dire que autant 1, ça vaut donc 1 plus 1 demi, et puis autant 2, ça vaut 2 plus 1 demi. Et Vn plus 1, bah, c'est... Voilà. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regrouper ces trucs-là, et qu'en fait, on se retrouve avec, au premier pas de temps, au tout premier pas de temps, on calcule effectivement Vn plus 1 demi, qui est égal à V de n plus delta t sur 2 à n. Voilà. Ça, c'est au tout début, à l'initialisation du système, et après, ce qu'on fait, c'est qu'on fait x de n plus 1 est égal à x de n, donc au premier pas de temps, pardon, ça va être égal à v de 1 demi en fait, hein. V de 1 demi égale v de 0 plus delta t a de 0, donc ça c'est voilà, ça c'est calculé au tout premier pas de temps, et après donc on fait x de n plus 1 est égal à x de n plus delta t de v de donc ça fait n plus 1 demi, voilà, et puis le v de n plus 1, v de n plus 3 demi en fait, c'est égal à v de n plus 1 demi plus delta t a de n plus 1, voilà. Donc voilà, en fait, donc c'est exactement ce qu'on a fait là, hein. C'est qu'on a inversé l'ordre des opérations de manière à ce que notre x en fait, hop, si le monstre est réveillé, mon chat, donc, ouais, que le calcul en fait de l'ordre des deux est inversé et nous permet du coup d'avoir ce truc là. Et donc formellement sur le petit dessin là que j'ai fait au-dessus, eh ben, le leapfrog ce qu'il va faire c'est qu'il va calculer des xi à des temps on va dire entiers, et puis il va calculer des vi à des temps demi entiers. Vous voyez qu'en fait ils sont à chaque fois ils sont séparés par un demi dt. Et c'est pour ça que ça s'appelle leapfrog ou saute-mouton en fait. C'est que on en met un jour, puis l'autre, puis le deuxième, etc. Okay. Et ça en fait, eh ben, il se trouve que mathématiquement, ça conserve en fait l'énergie. Et c'est pour ça qu'on s'en sert. Voilà. Ok, bon, j'ai pas fait du tout tout ce que je voulais faire, mais ça fait déjà 1h50 que je parle. Donc je crois que je vais m'arrêter là pour ce soir. Et puis si ça vous a plu, écoutez, je vois qu'il y a encore 18 personnes de connectées, donc c'est que peut-être que j'ai pas perdu tout le monde en route. Moi, en tout cas, je me suis bien amusé et je referai bien ça si ça vous dit. Donc, ce que je vois bien, c'est que pour une prochaine session, si ça vous dit, on passe sur des systèmes avec un petit peu plus de particules. Et puis on va faire un premier trick de collision de galaxies, de manière à avoir quelque chose qui puisse être un petit peu plus visuel, un petit peu plus sympa, parce que là c'est vrai que vous avez un plot en 2D en Python. C'est mignon quoi, mais voilà. Donc là la prochaine, ce qui serait sympa, c'est qu'on ait deux galaxies qui se rentrent l'une dans l'autre. Alors pas résolu à 100%, mais avec une petite astuce pour avoir déjà un petit truc un peu joli à regarder quoi. Et puis on mettra un petit peu en forme le code de manière à ce qu'il soit un peu plus, on va dire, un peu plus modulaire, un peu plus flexible. Parce que là, vous voyez que, si je reviens sur le code, vous voyez qu'on a quand même des trucs un peu hard-codés, on a quand même un peu des trucs, c'est un peu moche, quoi. Voilà, c'est pas générique, on peut pas rajouter des particules facilement, on n'a pas des algos qui sont un peu robustes, etc. Donc voilà, l'objectif de la prochaine session, ce sera de faire ça. Et puis d'avoir une petite visu un peu sympa à la fin de la session. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi. Et alors oui, je vais tout mettre sur un repo GitHub. C'est l'objectif. C'est vraiment de partager tout ça. Et aussi la vidéo sera enregistrée et mise sur YouTube. Donc voilà, il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça, quoi. Voilà. Et bien écoutez, bonne soirée tout le monde. Et puis à très bientôt.